Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon, j'ai posé mon enregistreur sur la toile d'araignée au bisphénol. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire la bouteille en plastique qui va peut-être se refléter dans le pare-brise et donner des espèces de... Écoute. Mais il n'y a pas de soleil, donc ça m'étonnerait aujourd'hui. C'est chaud pourtant, hein? Oui, c'est bon. On est d'accord. Bon, qu'est-ce que je voulais parler des choses que j'ai mis sur mon Facebook. J'ai mis une petite vidéo de Layli Anwar. Ah oui. Cette chroniqueuse qui fait une émission sur la spiritualité là, sur France Culture. Elle est géniale cette femme. Oui, j'aime beaucoup. Le cantique des oiseaux. Je mettrai tous ces liens. Elle est géniale cette femme. Oui, oui, elle est belle déjà extérieurement, elle est belle dedans. Elle a une voix magnifique, elle a une vision des choses qui est belle. Layli, je t'aime. Voilà, ouais. Voilà. Non, oui, franchement, c'est une femme, c'est une fleur dans le paysage. Hein. Oui, oui, tout à vraiment, fait. Quelque chose de vraiment charmant. Et puis elle a fait tout un bouquin sur la religion de l'amour avec des recueils de Rumi, tu vois, de sa poésie. Elle a une approche, une vision, enfin c'est magnifique son boulot, hein, franchement. Oui, oui, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc voilà. Ah, tu aimes, ça c'est bien. Ouais. C'est rare que tu aimes, hein, parce que si, normalement tu me dis oui, mais voilà, oui, mais il y a toujours une approche profane, machin du truc. Là ça va, ça va. Il y a toujours des mais disons que là, je comprends très bien ce qu'elle vit et puis la manière dont elle aborde ça. C'est vraiment, c'est d'aplomb là. Bon, elle a de la beauté à l'intérieur d'elle qui est absolument, qui est présente, qui la dirige, qui la tient, qui la guide constamment. Voilà. Alors après, bon, on est dans le foutoir hein, aussi, ce qui veut dire qu'on passe pas à travers le four sans laisser des plumes. Hein. Ça veut dire? Oh bon, je sais pas, mais on peut pas de nos jours ne pas les laisser un peu quelques plumes en passant, puisqu'on est dans le faux. Pour vivre ça. Là, tu parles en général. Oui, je parle en général. Oui, je parle en général. C'est pour ça que je dis, je sais pas, je sais pas la suite de tout ça. Bon, en même temps, elle a une approche très intello des choses, mais bon, c'est l'intellectualisme au service de quelque chose de. Elle a une culture qui lui permet qui l'oblige aussi à être dans cette position-là. Voilà, c'est pas, c'est normal. Mais moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à l'écouter. Voilà, bon ben... Ne serait-ce que pour le timbre de sa voix. Oui. Et moi, comme je suis un peu musicien quand même, j'aime bien... je réagis à ça. Elle fait des lectures de poésie de Rumi, c'est merveilleusement beau, quoi. Oui, elle en a compris quelque chose, on le sent dans cette manière d'aborder, s'il y a un rayonnement de sa part. Où elle te fait partager quelque chose de Rumi quand même. Voilà. Elle a une approche intellectuelle, mais une approche aussi avec le cœur. Voilà. Et ça, on le sent. Oui, oui. Après des confusions, il peut toujours y en avoir. Hein. C'est tellement pointu les choses. Tu vois, je vois la confusion qu'il y a souvent, par exemple, quand on parle de la féminité ou de la masculinité. En tant que tel, ce qui veut dire que tout un chacun renferme en lui ces deux aspects. Et puis, que représente cette féminité, par exemple? Alors, si on veut s'en tenir vraiment à quelque chose de profond, la féminité, j'en ai déjà parlé, elle est représentative de la miséricorde. Et tu parles de ça pour avoir écouté d'autres vidéos où elle intervenait, où il y a une confusion. Elle a pas échappé à cette influence féministe, tu veux dire? Quelque part. Peut-être pas dans toute sa... peut-être pas dans la totalité, mais enfin après ça, je me prononcerai pas jusque là, mais disons, voilà, tout d'un coup, je peux sentir qu'on peut effectivement aller du côté du féminisme. En même temps, ça peut être par réaction au pays d'où elle vient. Moi, c'est surtout pour dire que
ce qui est féminin en nous, c'est la miséricorde. Voilà. D'accord. Je ne dis pas qu'elle ne le sait pas, qu'elle ne le pense pas, qu'elle ne le voit pas. Je dis surtout ça puisqu'on parle d'une femme. Tu vois qu'il y a un bémol. Hein? J'ai dit, tu vois qu'il y a un bémol. C'est moi le bémol. C'est le bémol, il ne faut pas le chercher ailleurs. C'est moi, à un moment donné, je m'en tiens à certaines choses rigoureuses en elles-mêmes, ne serait-ce que pour moi, tu comprends, c'est pas un jugement que je vais porter à quelqu'un. Je dis, je trouve cette femme remarquable, j'aime beaucoup sa façon d'aborder les choses, et puis voilà. En fait, comme je te le répète, là, je pense que c'est aussi par réaction au pays d'où elle vient, parce que je crois qu'elle vient de l'Iran. Oui, oui, tu vois, donc quand tu vois l'oppression qui est faite sur les femmes quand même là-bas, hein, non? Tu penses pas? Et moi, c'est beaucoup de colportage qui est fait ici. Moi, j'ai connu des gens qui étaient à la cour de l'époque du Shah d'Iran et tout ça. Et j'ai pas entendu parler de ça. Bon. Ah bon? Non, je n'ai pas entendu. Tu crois que c'est la vision occidentale? Oui, oui. Après, il y a certainement des personnages qui se font rabrouer parce qu'ils ne sont pas dans les clous par rapport à une éthique, c'est possible. Mais je veux dire, il y a des femmes là-bas qui faisaient la pluie et le beau temps aussi. C'est des rumeurs. Je vois pas ici en quoi la femme est libre. Elle est libre de quoi? Elle n'est pas libre du tout. C'est sûr que l'Occident n'a pas trop de leçons à donner quant à la femme, et ça, parce que je veux dire, la femme elle est oppressée, on ne peut plus dans ces sociétés. Je crois toutes les semaines, il y a 2 ou 3 femmes qui meurent sous les coups de violences masculines. Bon, tu vois comment elle est traitée dans la société, elle est un objet il y a un irrespect sexuel pour faire vendre n'importe quel. Donc on n'a pas de leçons à donner aux orientaux là-dessus, c'est pas vrai. Alors c'est pas pour ça qu'il n'y a pas là-bas effectivement une oppression qui est faite. On vit dans ce contexte, c'est-à-dire surtout actuellement les choses. Ça prend une autre forme. Voilà. Mais bon, c'est pas mieux. Comme c'est les bandits actuellement qui tiennent le couteau par le manche, inévitablement ils font souffrir tout leur entourage. Voilà, mais ça n'a pas toujours été de cet ordre-là, et la femme dans le monde oriental a toujours été vue comme quelque chose de merveilleux aussi. Alors comme il y a un passage du Coran qui dit que si la femme se met à, entre guillemets, c'est ma façon de traduire, à déconner, tu peux la corriger. Alors il y en a qui traduisent par frapper, je ne sais pas si c'est vraiment frapper ou corriger, en tout cas voilà. Comme un enfant, on peut le corriger, hein, à un moment donné, s'il fait fausse route. Je pense que c'est avec cette miséricorde quand même, c'est-à-dire corriger pour le bien de la personne. En fait, c'est la remettre dans sa position. C'est la remettre dans sa position. Mais pour ça, faut donc que pour un homme, il faut qu'il soit lui-même dans sa position. Voilà. Autrement, il corrige quoi? Il fait de créer un déséquilibre supplémentaire. Voilà. Donc il y a des hommes qui ont vite fait de prendre ça pour argent comptant et d'aller dans des déviances, voilà, comme on peut le voir. Comme je te dis, c'est l'actualité. Parce que c'est facile de trouver ça comme trouver des prétextes comme ça, fallacieux, et puis se cacher derrière ça pour faire les pires des choses. Hein. Bien sûr. Et la pire des choses actuellement, elle est en place. Hein. Alors, j'ai mis aussi un lien que je t'ai envoyé là sur une émission qui a été faite sur le soufisme avec 2 intervenants. Alors, je me souviens plus des noms, peu importe. En tout cas, je mettrai aussi le lien. Et alors, pareil, tu as trouvé qu'il y avait franchement une approche profane. Non, c'est pas carrément profane. Moi, tout ce qui se dit est juste. Il n'y a pas à revenir. Mais je trouve qu'il y a toujours un manque de rayonnement dans ces choses-là, dans le sens que c'est une espèce d'apprentissage. C'est de l'appris comme on apprend à l'école. On répète quelque chose, mais après. C'est pas du vécu de l'intérieur. Voilà, pour pouvoir donner le volume qui correspond à ces choses-là. C'est encore une autre histoire. Quand on parle, par exemple, il est question de M. Chuon. Un homme comme M. Chuon, il faut comprendre qu'il s'agit d'un saint. Il ne s'agit pas d'un homme qui a beaucoup réfléchi, qui est un philosophe, qui a compris beaucoup de choses. Non, c'est un saint, dans le sens le plus réel du terme. Voilà. Voilà ce qui c'est. Et il a
en lui, porte sur lui ce côté inflexible qu'ont tous ces personnages-là, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un état de pureté incorruptible, mais que par contre, quand tu les côtoies, c'est des gens qui diffusent autour d'eux que de la compassion et de l'amour, donc, de ce fait-là. C'est le même parallèle que celui fait celui de Dieu, c'est-à-dire d'un côté la fermeté et puis d'un autre côté la miséricorde, quoi. Voilà, c'est ça. Et tu le vois, moi je l'ai vu à plusieurs reprises, donc M. Chion, je l'ai côtoyé, tu comprends. J'ai vécu auprès de lui, jeune, et ça c'est, il y a un rayonnement qui est là, c'est inexprimable. M. Bourcard avait aussi ça. Moi, quand j'avais 15 ans, je croisais M. Bourcard, alors que j'étais un énergumène, moi. Attends, faut pas se tromper. C'était pas un saint. Ah, en tout cas, alors là, je vais te dire, j'étais l'énergumène de service, un peu, tu comprends, comme j'étais révolté contre tout et contre rien, c'est bon, là. J'arrivais devant ce personnage. Oh, tu fondais comme neige au soleil. Oh oui, c'était alors là, tout disparaissait, voilà. Donne-moi ta définition du saint, puisque tu dis que ces personnages étaient des saints. Parce que nous, un saint, voilà, c'est la vision du saint, c'est le personnage ascétique qui est en haut d'une falaise ou dans une grotte en train de méditer des jours durant, nuit et jour. Un saint, il rayonne la réalité de Dieu, c'est-à-dire qu'il est, dans ses yeux, c'est les yeux de Dieu. Son regard, comment est-ce qu'il faut dire, c'est comme il s'est exprimé ça d'ailleurs, je crois, à quelque part dans le Coran d'ailleurs. Son regard est pur. C'est-à-dire Dieu est devenu son ouïe, est devenu sa vue, est devenu, tu vois, il est complètement soumis à la volonté de Dieu. Oui, le passage que tu évoques, c'est que Dieu, à un moment donné, il dit que quand il t'aime, il devient ton ouïe, c'est exactement ça. Alors voilà, yeux, etc. Donc à partir de là, quand tu es en face de personnages comme ça, c'est comme si tu es en face de Dieu, tu comprends? Toute proportion gardée sur un certain aspect, puisqu'il n'y a pas d'absolu sinon absolu, mais simplement ces hommes-là sont démonstratifs de cet état en question, c'est-à-dire que si tu veux voir Dieu de plus près, tu passes par eux, parce que eux, ils sont en rapport direct. Et alors, quand il y a un saint comme Halaj, un saint soufi qui disait je suis Dieu, et d'ailleurs il a été, je ne sais même pas s'il n'a pas été brûlé par les orthodoxes musulmans de l'époque pour avoir dit ça, parce que pour eux, au sacrilège, c'était blasphématoire de dire ça. Ça peut se comprendre, c'est-à-dire je suis pas le jeu individuel, personnel, c'était le jeu en tant que jeu absolu, quoi. Voilà, parce que tout autre aspect individuel a disparu pour laisser place uniquement à Dieu. Donc c'est Dieu, il a toute la place, c'est lui qui voit, c'est lui qui entend, c'est lui qui dit. Là, le bonhomme, le personnage de l'individu, il a disparu pour laisser cette place-là. Tu te retires pour laisser la place à Dieu. Donc voilà ce que c'est que ces personnages-là. Alors évidemment, ils peuvent dire, d'ailleurs, c'est ce qui a été dit par exemple d'un homme comme Muhammad al-Marshi, c'est qu'on parlait d'une incarnation de Dieu, il dit non, c'est Dieu lui-même. Parce que voilà, je comprends moi ce que ça veut dire. Après, évidemment, si on va chercher des poux sur un certain plan, ça peut pas faire, parce que c'est comme si on faisait de l'associationnisme et tout ça. Mais là, on est dans un autre étage des choses. Tout à fait. Alors ça fait partie aussi de ces moments d'extase spirituelle où le personnage est tellement dans cette lumière divine qu'il en arrive à dire des choses comme ça. Et j'ai appris, donc il y a une émission justement avec Leili Anvar sur France Culture, j'essaierai aussi de retrouver le lien, tiens, sur je crois que je l'ai envoyé, ça s'appelle les châtres, c'est-à-dire c'est des énoncés comme ça qui fusent de personnages qui sont tellement dans une transe spirituelle qu'ils en arrivent à dire des choses qui peuvent paraître insensées, tu vois.
c'est un peu une folie comme ça, exprimée verbalement, et ça arrive chez les mystiques, ça. Voilà, ça arrive. Mais quand on parle d'un personnage comme le Maharishi, par exemple, ou si je parle de M. Chion, il ne s'agit pas de même personnage. Voilà. Il y a une nuance à faire, voilà. Et ils sont pas, c'est pas des individus qui sont pris par un élan, une ivresse mystique, c'est qu'ils ont disparu totalement pour laisser la place à Dieu. Leur ego a disparu. Voilà. Voilà, l'individu est loin. Voilà, ils sont cet ouïe dont parle, dont il est parlé. Voilà ce que c'est. Voilà. Et les yeux qu'ils ont, c'est les yeux de Dieu. Alors, on parlait l'autre fois de l'ère du conflit, en fait, de l'âge de fer, le Kali Yuga. On est vraiment dans l'âge du conflit. Et en fait, ce qui se joue, et j'ai aussi vu ce film, là, je ne l'ai pas envoyé celui-là, tiens, sur la vie de El Ghazali, un des aussi un soufi du XIIe siècle, je crois, enfin bref, qui a eu une crise comme ça existentielle très très grave et qui est parti. Et bon, c'était quelqu'un qui avait une très grande culture, hein, et qui enseignait, et puis à un moment donné il s'est retrouvé face à une crise telle qu'il ne pouvait plus enseigner, quoi. Ça devenait stérile ce qu'il disait, donc il est parti tout seul, il a abandonné femme, enfant pour aller rechercher, trouver Dieu, puisque en fait il était sur le plan intellectuel, mental des choses, et son frère, je crois qu'il s'appelle Ahmed, lui faisait remarquer que tout ce qu'il disait c'était creux, quoi. Il fallait qu'il... Donc il est parti je crois une dizaine d'années, et c'est un personnage très intéressant, et lui il disait que en fait le conflit, en fait, en gros, hein, vient du fait que on n'arrive pas l'ego n'arrive pas à plier, tu vois. Et en fait, c'est des confrontations d'ego qui font que, et toute discussion, si on met pas l'ego de côté, est vaine, est totalement vaine, tu vois. Et c'est vraiment l'ère du conflit. Ben, on peut en même temps dire, tant qu'il y a du conflit, il y a de l'espoir, hein. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, mais c'est tout à fait ça. Ça veut dire qu'on est absolument dans... Ça va mal pour que ça dure. Voilà. Oui, tout à fait. Mais il y a eu des personnages qui ont marqué leur temps d'une certaine manière, puis évidemment c'est toujours mal pris. Comme il y a eu en Suisse un homme qui s'appelait Nicolas de Flux, ça date de plusieurs siècles, et qui a aussi abandonné femmes et enfants. Alors le fait d'abandonner femmes et enfants, tu vois, c'est un peu mal vu quand même. Ramakrishna aussi, je crois que c'est Non, le Maharishi aussi. Non, lui il n'avait pas de femme. Et non, il n'avait pas de femme et enfant. Il a laissé sa mère, je crois. Oui, il a abandonné sa famille, ce qui revient au même, c'était le même mouvement, voilà, tout à fait. En quelque sorte. Alors après, pour comprendre ce que signifie tout ça, et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'un homme comme Nicolas de Flux, s'il a abandonné tout son monde, c'est avec l'assentiment de tout ce monde. Parce qu'il ne l'aurait jamais fait sans leur assentiment. Même s'il y a souffrance, voilà, effectivement, mais ils ont très bien compris que c'était une nécessité pour lui, et que en participant et en étant d'accord avec ce geste, il participait de la grandeur qui habitait cet homme-là. Il faudrait le spécifier. Autrement dit, il a abandonné ses enfants puis sa femme, quoi. C'est tout ce qu'on doit. C'est comme à l'époque actuelle, quelqu'un qui part loin pour faire des études. Voilà, donc il abandonne personne. Il a fallu qu'il soit loin de tout pour, à un moment donné, ça fait partie du cheminement qui lui était nécessaire. Et je te dis, toute sa famille a abondé dans ce sens, a été d'accord avec tout ça. C'est donc d'un assentiment commun que ces choses se passent. C'est pas un abandon contre le gré de je sais pas qui. Oui, voilà. Par égoïsme. Oui, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Alors c'est là où il y a une difficulté pour comprendre. Alors, j'aimerais parler, si tu veux bien, cher ami suisse, des religions laïques. Alors là... il y a de quoi dire. Je sais pas, je connais pas bien tout ça. Il n'y a aucune religion, même voie spirituelle, qui n'a échappé à la laïcisation.
voilà. Oui, mais ça, à partir du moment où une religion devient laïque, elle n'est plus une religion. Oui, voilà, mais tout à fait. Mais bon, ça devient un instrument après. Mais voilà, par exemple, dans le bouddhisme, il y a le bouddhisme de Nichiren. Tu sais, avec leur récitation de ce qu'on appelle le Daimoku, Nam-myo Regekyo, je sais pas si tu as entendu parler là, c'est leur invocation, Nam-myo Regekyo, Nam-myo Regekyo, voilà, ils disent ça, bon, voilà, qui permet de révéler l'état de Bouddha, hein, voilà. Nichiren, en fait, c'était un moine bouddhiste du XVIIIe siècle, fondateur de ce bouddhisme-là. Alors, c'est un mouvement bouddhique laïque, comment dire, on considère Nichiren comme la réincarnation de Bodhisattva, c'est-à-dire celui qui suit la voie de Bouddha, en vue de la libération de l'âme, et dont la vocation est de propager le sutra du lotus. Voilà. C'est une manifestation du plus haut degré d'enseignement bouddhique. La dévotion est mise en avant comme moyen salvateur, aussi bien que l'ascèse traditionnelle. Et c'est au moment voilà, du déclin dans le bouddhisme, dans le bouddhisme qu'on appelle Mofa en chinois et Mapo en japonais. Hein. C'est décrit comme étant la dernière des 3 ères de la cosmologie bouddhique. C'est un peu l'équivalent du Kali Yuga hindouiste. Hein. En quelque sorte, c'est une période en fait de dégénérescence qui peut varier entre 600 et 10 000 ans, où la communauté monastique devient indisciplinée, les doctrines et les disciplines se perdent, l'ordre social se dégrade, etc. À la fin de ce cycle, le bouddhisme disparaît, est censé disparaître, et un nouveau Bouddha, alors le Maitreya, on en entend beaucoup parler dans les mouvements New Age, hein, apparaît. Donc cette opinion, elle est partagée en fait par la quasi-totalité des courants bouddhiques. Hein, et c'est une conception très messianique des choses, comme on peut le voir dans les religions monothéistes, tu vois, l'attente d'un sauveur, tu vois, le Messie. Donc les bouddhistes attendent ça, Maitreya. Chez les hindouistes, c'est l'avatar Kalki qu'on attend. Tu vois, c'est le dernier avatar de Vishnu, l'avatar à venir. Hein. Maitreya en sanskrit, ça veut dire le bienveillant, l'amical. Lorsque le dharma, c'est-à-dire l'enseignement du Bouddha, Bouddha c'est Siddhartha, hein, Siddhartha Gautama, l'éveillé, ce chef spirituel qui vécut vers le 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, fondateur historique d'une communauté de moines errants qui donna naissance au bouddhisme originel. Hein. Alors que Bouddha est un Bouddha de compassion, ce Bouddha-là, d'origine, Maitreya, c'est un Bouddha d'amour bienveillant qui viendra donc pour rehausser le bien-être du monde et l'orienter vers l'éveil. Tu vois, c'est très New Age, le bien-être, c'est vraiment le cheval de bataille du New Age, hein, le développement personnel, le bien-être, tout ça, tu vois. Donc, il y aurait eu un personnage qui s'appelle Mahayana, qui, frustré par les enseignements traditionnels et le concept de vacuité, et qui voyait une limitation dans le fait de délivrer seulement sa petite personne, qui est parti à la conquête des adeptes avec la volonté de délivrer les autres gens, tous les êtres, quoi. Un humaniste de la délivrance, en fait, tu vois. C'est un courant, en fait, qui a émergé à partir du 1er et 2e siècle en Inde du Nord. On suppose que des courants religieux tels que le christianisme ou le gréco-bouddhisme, c'est une espèce de syncrétisme de la culture hellénique avec le bouddhisme, hein, qui date de pas mal, quoi, on a joué un rôle dans cette dilution. Le bouddhisme, donc, qui permet aux laïcs, ce bouddhisme-là, pardon, permet aux laïcs d'accéder au nirvana, à condition d'appliquer à la lettre leurs exercices de yoga, et à condition qu'ils bonifient leur caractère en allant
comment dire, en travaillant sur la bienveillance, la compassion pour autrui, etc. En fait, chaque école bouddhique a fait sa propre interprétation des sutras, c'est-à-dire ces écrits des enseignements bouddhiques, tu vois. Et c'est parce qu'il a été reproché aux moines bouddhiques leur isolement dans les monastères, à qui l'on disait qu'ils avaient perdu l'esprit d'origine du Bouddha, qui consistait donc à travailler parmi les êtres humains pour leur salut, que vit le jour, à la fin du 1er siècle déjà, après Jésus-Christ, ces différentes formes de bouddhisme. Ces mouvements réformateurs populaires qui impliquaient aussi bien le clergé que le monde laïque. Cette pratique altruiste du bouddhisme, ça va bien avec ces pseudo-valeurs républicaines où tout le monde a droit aux perles, même les pourceaux, tu vois. C'est-à-dire même ceux qui ne cherchent pas. On jette tout sur le tapis et en fait c'est la grande braderie, tu vois. Mettre les enseignements à la portée de tous. Ouais. Que dire de plus? Il y a un mouvement bouddhiste laïque qui s'appelle le Soka Gakkai, donc ceux qui disent la Myo Rengekyo, là, qui signifie littéralement Société pour la création des valeurs. Alors, c'est quelle emphase, hein. Ça a été créé dans les années 30. Aujourd'hui, elle s'étend dans 192 pays et revendique 12 millions de fidèles. On sent vraiment la soif spirituelle derrière tout ça, mais c'est dommage qu'on abreuve les aspirants de cette eau insipide, en fait, parce que c'est vraiment une forme de profanation, puisque ces bouddhismes-là sont dépourvus de leur substantifique moelle, comme dirait Rabelais, tu vois, de leur essentiel, en fait. Voilà. Oui, donc à partir de là, c'est pour moi, disons, on peut pas diluer la vérité pour la rendre accessible à tout un chacun. S'il s'agit de la dénaturer, à partir de là, c'est plus la vérité. Alors, j'aimerais quand même rajouter quelque chose. Ce Soka Gakkai, ce mouvement bouddhiste là, né dans les années 30, a été persécuté pendant la Seconde Guerre mondiale par le gouvernement japonais, arrêté pour crime contre sa lèse-majesté, pour refus de se plier au shintoïsme. Au shintoïsme, pour des raisons d'influence, donc, et non pas pour défendre la vérité. Le shintoïsme, qui est une idéologie qui devient la religion officielle de l'Empire du Japon, tu vois, au début de la modernisation du Japon, c'est-à-dire fin 19e siècle. Donc ils ont fait une espèce de fusion de rites qu'ils accomplissaient à la cour impériale et dans des sanctuaires Shinto ou Shinto, comment on dit? Ouais, Shinto. Cette idéologie à caractère nationaliste, avec la restauration des coutumes nationales pures et originales, avant l'arrivée des croyances étrangères telles que le bouddhisme, le confucianisme, le taoïsme, le christianisme, qui était une espèce d'épuration des valeurs, si on peut dire. Il y a une espèce de relent de nationalisme à la mode d'aujourd'hui, si tu vois à peu près ce que je veux dire. En fait, tout ce tatouage, c'est en quelque sorte, c'est la démonstration même de la défaillance de l'homme, c'est-à-dire de son incompréhension des choses. Mais en fait, quand tu vois le shintoïsme, c'est l'ensemble des rites créés par le gouvernement, en fait, officiel, pour promouvoir la divinité de l'empereur du Japon et l'identité nationale japonaise, plutôt qu'autre chose. Oui, mais ça, on est arrivé là. D'ailleurs, ici, on a chez nous, sans aller jusque là-bas, où c'est difficile des fois à comprendre parce que c'est une autre façon d'aborder, mais ici, on a le protestantisme qui est quelque part... C'est du même acabit. Si on veut en revenir à parler de religion, il ne s'agit pas d'une religion. Il s'agit de quelque chose qui vient de nulle part et qui va nulle part. Alors après, c'est le cas type de ce qu'on pourrait appeler, après il faut avoir envie d'appeler ça d'un pas en bout, c'est la religion laïque. Ça n'a ni queue ni tête de dire religion laïque. C'est antagoniste. Mais voilà, c'est ça, c'est-à-dire c'est un moralisme
qui est là pour maintenir un certain équilibre sur le plan social, le peu d'équilibre qui peut rester. Alors ça n'a pas évidemment que des avantages, simplement comme c'est dénué de centre véritable, ça dégénère inévitablement, puis ça dégénère d'une manière un peu, comment est-ce qu'il faut dire, là, voilà, par exemple, le Ku Klux Klan, qui est aux États-Unis, est un mouvement protestant. Dès qu'une chose dégénère, elle est donc plus qu'elle était. C'est comme une transformation qui fait qu'à un moment donné, c'est pas simplement quelque chose, mais qui a changé. C'est quelque chose qui a changé, si on veut, mais ça a changé, donc c'est devenu autre chose. Voilà, donc on ne parlons plus de religion, ne parlons plus de tradition, ne parlons plus de spiritualité. On parle d'autre chose à partir de là. Religion laïque, quand on sait que le laïcisme c'est de l'athéisme militant, religion laïque... C'est totalement contradictoire. Ça veut rien dire en fait. Voilà. Alors après tout ça, pourquoi ça apparaît? La compassion, c'est une arme à deux tranchants, parce qu'à partir du moment où elle dégénère, la compassion devient de la tolérance, et cette tolérance peut être une tolérance qui n'a pas nécessairement un discernement. Actuellement, on défend la faiblesse et non les faibles. Mais tout le monde baigne dans ce truc, hein, parce que maintenant, si tu signales à quelqu'un ses faiblesses, ça va pas, hein. Son ego t'en veut violemment. Voilà, mais je veux dire, tu vois l'histoire de défendre la faiblesse au détriment des faibles. C'est-à-dire un faible, tu pourrais le défendre en lui aidant justement à surmonter la faiblesse qui l'assaille. On est bien d'accord, comme quelqu'un qui est malade, que tu vas aider pour autant que tu puisses le faire, parce que pour aider quelqu'un de malade, il faut être soi-même un peu en bonne santé quand même, tu vois ce que je veux dire. Donc là, en l'occurrence, tu vas aider un faible à surmonter la faiblesse qui l'assaille. Mais là, on ne fait pas ça, on défend la faiblesse. La compassion, promotion de la faiblesse, voilà. Ouais. C'est devenu ça, c'est pas ça au départ, mais ça peut en arriver là. Il y a des tas de mouvements d'ailleurs qui sont là. Le mouvement New Age, c'est que ça. Voilà. Quand tu vois comment, il y a un personnage, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Khan, je ne sais plus quoi, alors là je vais mettre, alors là tu vas rigoler, qui a emmené le soufisme dans les années 70, je ne sais plus dans quelle contrée de France. Alors là c'est le soufisme à la New Age, ils sont là, c'est très rigolo, ils sont dans un domaine, alors les nanas se promènent en slip et tout ça, après ils se rendent compte, ils font du dicre à la New Age et tout, c'est trop, c'est vraiment, c'est pas aimez-vous les uns les autres, c'est... Aimez-vous les uns par-dessus les autres. Oui, alors là, bon, quand tu vois ça, tu te dis effectivement, là, il y a eu vraiment un sacré coup de bambou. Mais la faille, je te dis, au point de départ, elle est dans la dégénérescence de la compassion. Parce que compassion ne signifie pas tolérer tout au profit de rien et à n'importe quel prix. La compassion, c'est tout autre chose. Pour qu'elle ait une valeur, il faut qu'elle soit mue par des principes qui restent, eux, immuables. Autrement, ça n'a plus de sens. On tolère tout sous prétexte de ne pas pouvoir faire autrement. C'est donc un aveu d'impuissance, mais un aveu d'impuissance, comme il est dit d'ailleurs dans l'islam, l'aveu d'impuissance d'un eunuque n'a jamais engendré un enfant. Voilà, c'est ça que tu peux voir à travers beaucoup de ces mouvements. Et puis le point de départ, c'est pas une volonté délibérée de nuire de la part des personnages en eux-mêmes. C'est simplement un degré qui fait qu'il y a une incompréhension majeure qui vient donner le ton, qui fait que ces choses-là dégénèrent. On les prend pour en faire quelque chose de dégénéré. Mais si on veut comprendre tout ça, il faut chercher à comprendre ce qu'est la compassion en tant que telle, indépendamment de toutes les volontés humaines, toutes les philosophies qui vont s'en accaparer, et tous les points de vue personnels de tout un chacun. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans une compréhension qui est purement métaphysique. Donc il faut savoir qu'est-ce que la compassion en tant que telle. Et ça, c'est une démarche il y a un moment donné, on ne peut pas exprimer ça comme ça de manière rationnelle. C'est une démarche qui est nécessaire pour celui qui veut comprendre, c'est qu'il faut qu'il fasse lui-même cette démarche et donc cette expérience lui-même. Moi, j'aimerais savoir quelle est la position juste entre personnes
qui aspire à la vérité, c'est-à-dire avoir de la compassion pure pour l'autre. Est-ce qu'on peut se permettre de lui donner des conseils, de le guider, etc., sans pour autant que cela puisse paraître être un acte de condescendance, par exemple? Est-ce qu'on peut, entre nous, se signaler les choses? Mais déjà, la compassion, elle commence par soi-même. Il faut être compatissant avec soi. On voit bien nos faiblesses, on voit bien absolument. Donc, c'est pas être compatissant ou avoir de la compassion plutôt. Ça n'est pas accepter ses faiblesses et puis les justifier. C'est la compassion, c'est qu'il faut savoir qu'à un moment donné, on est soi-même. Comment ce qu'il faut dire? Il n'y a que l'absolu qui est absolu, donc il y a le pur, la pureté qui est pure. Il y a que la vérité qui est vraie. Donc à partir de là, chaque personnage trimballe tout un bagage qui est plus ou moins pénible à trimballer, puis qui peut paraître... Son karma. Voilà, puis qui peut paraître désagréable ou agréable, ou plus ou moins à son entourage, etc. Donc tout le monde est bienvenu au club. On est tous dans le même bateau. Hein. Voilà, on est tous en train de se batailler pour la même raison, et puis pour aboutir au même résultat. Alors la compassion en question, c'est clair qu'elle est simplement la manifestation de l'amour en tant que tel. Ouais. Voilà. C'est ça. C'est parce que en fait, il y a un, je crois que c'est pas dans la Bible. On regarde la poutre qu'il y a dans ton œil au lieu de regarder la paille dans l'autre. Voilà, je me sais ça. Est-ce que c'est pour ça que je te pose cette question. Est-ce qu'on peut se permettre quand on voit chez l'autre des failles qu'il y a en nous, de le lui signaler? Oui, mais il faut arriver à un certain état pour ça. Autrement, ce qu'il faut voir, c'est surtout s'il faut fermer son bec et puis aller regarder la poutre qui est dans notre... Oui, mais c'est pas une... Non, mais ça commence par... C'est pas une manière de s'entraider non plus, parce qu'il y a des choses qu'on voit pas soi-même et que si c'est fait avec bienveillance et amour, voilà, mais qu'on te signale tes erreurs, sans tomber dans du moralisme, comme c'est fait dans les religions actuellement, etc. Il ne devrait pas y avoir de problème à ça. Non, je ne sais pas qu'il y ait des problèmes, mais pour en arriver à cet état où il n'y a pas de problème, c'est qu'il faut soi-même avoir fait déjà un sacré bout de chemin. C'est-à-dire qu'il faut être largement... Il faut comprendre que pour apprendre à quelqu'un à compter jusqu'à 9, il faut savoir compter jusqu'à 10 soi-même. Voilà, autrement, c'est caduc. Tu vois, on ne fait que d'exprimer l'état dans lequel on se trouve. C'est tout. Puis, puis de répondre à ce que nous-mêmes pensons de la situation en question. Et de réagir d'autant plus violemment que ça fait écho en nous et à nos faiblesses, etc. Oui, non, mais ça c'est clair. Là, c'est compliqué. Hein. Tu vois, d'ailleurs, un personnage qui a une maturité remet toujours les pendules à l'heure dans tout ce qui peut l'entourer. Mais simplement, quand il en est arrivé à un certain état, il n'a même plus besoin de tellement parler, il rayonne quelque chose. Tu vois, c'est ce que, quand j'en reviens à M. Chuon, à M. Burkhardt, ou à mon père, c'est des gens qui rayonnaient. Donc, quand tu les as vers toi, il y a un rayonnement qui fait que tu es obligé de te cramponner à la branche. Tu ne peux pas te laisser aller. Même s'ils sont en train de parler de la pluie et du beau temps, tu vois, et ils ne sont pas ils sont pas dans une attitude qui te met mal à l'aise. Ce qui te met mal à l'aise, c'est ton propre état, tu vois. Ça te renvoie à tes manquements, en fait. Voilà, mais en même temps, il y a une telle compassion là-dedans que tu supportes tout ça, dans le sens que ça ne devient pas un handicap t'empêchant de voir l'horizon. Donc en voyant l'horizon, et à un moment donné, c'est ça qu'il faut arriver. Parce qu'autrement, l'obstacle devient la cible. Si on est obnubilé par nos propres problèmes, nos propres difficultés à se réaliser, l'obstacle devient la cible. On se focalise sur ces difficultés. Alors il ne s'agit pas de se focaliser sur ces difficultés, il s'agit de rester cramponné au fil d'Ariane et donc d'avoir le but
de l'exercice constamment en mémoire. C'est ça. Tu vois, alors ces personnages-là te rappellent ça. Ils te rappellent ils te rappellent en quelque sorte constamment cet objectif. Et alors ils sont pleins de compassion de par la force des choses, tu vois. Je ne vois pas quelqu'un de plus. Moi, j'ai eu un père comme ça. Alors ça ne l'a pas empêché de m'engueuler, on s'est tiré la bourre à différentes raisons, pour différents. Mais ce que j'ai comme souvenir, c'est qu'il n'a jamais commis d'injustice avec moi. Donc c'était toujours à juste titre. Si à un moment donné, tout d'un coup, il haussait le ton, c'était par compassion, c'était par amour qu'il haussait le ton. Tu comprends? J'en suis arrivé à comprendre ça parce que voilà ce que j'ai vécu. Tu vois, c'est ça. Donc après, parce qu'à présent on veut une attitude stéréotype de quelqu'un qui a de la compassion, c'est qu'il laisse glisser, il laisse tout passer. Non. À un moment donné, là, une correction qui doit être faite peut revêtir un caractère un peu plus fort que l'autre. Et c'est comme la fessée à un gamin, et à un moment donné, ça peut lui donner ça peut être un stimulant, puis le réveiller simplement. C'est fait par des personnages comme ça. Moi, j'ai reçu des fessées par mon père, mais je veux te dire, je ne les regrette pas, et j'ai rien à regretter. Simplement, à présent, où on en est, pourquoi est-ce qu'il y aura une interdiction de toucher un enfant pour un adulte, parce que l'adulte, il n'est pas à la hauteur de la question. L'adulte n'est plus un exemple. Non, c'est fini, l'adulte, il est démoli. Donc, étant démoli, qu'est-ce qu'il veut essayer de faire au mieux pour ses enfants? Tout le monde cherche à faire bien pour ses enfants, mais étant démoli, qu'est-ce qu'on fait? On leur transmet notre démolition, c'est tout ce qu'on peut faire. Il faut déjà être bien soi-même, donc quand il y a un adage qui dit que charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais c'est clair, comment veux-tu donner quelque chose si tu l'as pas? C'est pour ça, l'éducation nationale, là, actuellement, ils sont confrontés à des problèmes. Alors, quand tu rencontres des profs, ils en peuvent plus, quoi. Non, mais l'éducation nationale, c'est un problème. Ouais, c'est un problème. C'est pas compliqué, alors qu'ils sont confrontés à un problème de toute manière, même si tout va bien. Oui, mais etc. Je ne sais pas si c'est pire d'être confronté à ce problème parce que ça va plus que quand ça allait bien. Tu comprends? Voilà. En fait, il vaut mieux que ça aille plus. Ça va mal, pourvu que ça dure, je crois encore une fois, parce que là, franchement parler, l'éducation nationale, c'est apprendre à ignorer, c'est-à-dire tu fais tout est fait pour t'éloigner de ta raison d'être. Voilà, à présent, par la volonté de qui, et je ne vais pas juger quelqu'un, il y a certainement là-dedans des tas de gens qui cherchent à faire au mieux. Mais chercher à faire au mieux, ça ne veut pas dire qu'on arrive à faire quelque chose de mieux. Tu comprends? Quelque chose de bien, c'est pas significatif. C'est un élan, mais comme on dit aussi, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc les bonnes intentions, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Encore faut-il avoir une connaissance qui permette d'appliquer les choses en conformité avec les principes universels. Le système est vicié à la base, donc comment veux-tu que ce soit quelque chose qui tienne la route, quoi? Moi, mais même sans vouloir quoi que ce soit, on est obligé de faire le constat de ça. Ouais. Tu vois, moi je connais beaucoup de professeurs que ce soit d'histoire, que ça. Mais tu vois bien, tout est tordu. J'entends c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est de la bande dessinée, c'est un côté comique. Puis ce qui est comique surtout, c'est le sérieux qui est mis autour. Parce qu'encore, si tu faisais ça parce que tu fais ça comme tu fais. Non, mais c'est du prêt-à-penser. Mais c'est qu'en réalité, ça se veut sérieux. Non, c'est du prêt-à-penser. Tu vois, il y a le prêt-à-porter, il y a le prêt-à-manger, et il y a le prêt-à-penser. Bon, voilà, on te construit des histoires, et puis on les inculque. Et c'est l'attitude qui est là-dedans qui est terrible, qui montre l'absence de discernement. C'est cette attitude, parce que tu fasses une chose ou une autre. Du moment que tu sais ce que tu es en train de faire, c'est une autre affaire que quand tu ne le sais pas, puis que tu prends cette chose pour autre chose. Et c'est ça qui se passe. Tu veux dire que c'est pris au sérieux? On a l'impression que dans une école laïque, l'éducation nationale,
ça donne l'impression qu'on est en train d'apprendre quelque chose qui nécessite un sacrifice, parce que là, c'est ça, aller vers la maturité de l'homme, mais j'entends, mais même les religieux, là, et pour eux, les enfants, il faut qu'ils réussissent à l'école. Voilà. Voilà. Alors que quand tu sais ce que représente le système scolaire, comment il a été mis en place de la même manière que le laïcisme, ça fait partie des mêmes à l'école laïque, plans. On en a déjà parlé, c'est un service rendu à l'industrie, donc c'est simplement que tu vas apprendre quelque chose de fonctionnel, c'est-à-dire tu vas pouvoir entrer dans le cadre. Oui, tu formates les esprits de manière à ce qu'ils rentrent dans un système préétabli. Oui, puis ce système préétabli consiste à faire des esclaves qui sont là au service de la machine. Ça, c'est l'école c'est Jules Ferry? C'est Jules Ferry. Voilà, ça c'est l'école. L'école de Charlemagne, c'était l'école pour apprendre. Ben, c'était la revivification d'une école plutôt d'ordre justement traditionnel, où tu apprenais, tu allais t'imprégner d'une connaissance libératrice, voilà. Et pas t'impliquer dans ce côté esclave qui t'amène à devenir le larbin de la machine qui, elle, est là pour te détruire. C'est un outil de formatage. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que dire qu'actuellement l'école part en vrille, bah écoute, tant mieux. C'est encore une chance. Tu vois pas que ça dure. C'est bon signe, disons. C'est qu'on arrive vers la fin, peut-être. C'est peut-être mauvais signe par rapport à un certain petit confort de pantouflard, mais j'entends par rapport à quelque chose de sérieux. Heureusement, à un moment donné, c'est comme quand tu as une maladie qui commence à disparaître, écoute... T'es content. On va pas se plaindre inutilement. Le problème, c'est que ça ne disparaît pas nécessairement au profit de quelque chose de mieux, d'un rétablissement d'un équilibre de la santé. Une maladie peut disparaître comme tout disparaît, le corps avec, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ça le gros problème, il est là. Et c'est ce qui empêche de voir la réalité des choses. Parce qu'il est vrai que moi, j'aurais des enfants qui ne veulent pas aller à l'école, je ne vais pas les forcer. Mais par contre, si c'est pour qu'ils aillent faire les crétins comme ils se font souvent, ils ont meilleur temps encore d'être à l'école, parce que ça devient l'école devient le moindre mal par rapport à cette espèce de zone dans laquelle ils évoluent, avec des gros parleurs, des gros machins sur les oreilles, à se faire saccader par des musiques. Ce qu'ils appellent des musiques. Moi, je ne peux pas appeler ça des musiques. C'est des bruits de machines amplifiés, un vacarme continu. Et voilà, ils vont passer des heures là-devant autant qu'ils aillent fumer des pétards. Autant qu'ils aillent écouter quelqu'un qui leur raconte une histoire, même si elle est abracadabrant. Ça sera jamais pire, disons. Voilà. Ouais. C'est pour ça que, bon... Tu vois, ça dépend qui. Ouais. Ça dépend qui. Moi, j'ai ma fille qui voulait plus aller à l'école, où j'ai accepté qu'elle n'y aille plus, parce qu'elle avait une disposition d'esprit qui faisait que ne perdait pas son temps à ne plus y aller. Elle était dans les premières très bonne à l'école, mais tout d'un coup, de pouvoir s'intégrer dans une atmosphère qui je ne pouvais pas lui reprocher de ne pas pouvoir s'intégrer dans une atmosphère qui est intolérable quand même. Ouais. On est bien d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à partir de là? Elle a arrêté. Mais elle a arrêté... À quel âge? Oh, elle avait 13 ans. 13 ans. Bon, tu as dû avoir l'ordre établi sur le dos. Après, j'ai tourniqué tout ça d'une certaine manière. Ça s'est encore pas mal passé. Mais ce qui a eu, c'est que ma fille... Elle avait dans l'endroit où elle vivait, il y avait des gens de métier, des ébénistes. Donc elle est allée faire une formation. Elle est allée chez eux en toute amitié, en toute sympathie, et puis elle apprenait ce qu'elle pouvait, elle leur donnait la main. Donc elle s'occupait intelligemment. Donc à partir de là, si elle ne va pas à l'école parce qu'elle ne peut pas s'intégrer dans une atmosphère qui, elle, est irrespirable, et puis voilà ce qu'elle fait. C'est comme moi, un gamin qui ne peut plus aller à l'école, puis qui va aux champignons, qui va regarder les plantes, qui étudie les fleurs, pour voir, tu vois, qui
qui regarde la nature de près, qui vit ça. Mais il n'a pas besoin. Tant pis pour l'école, c'est pas un problème. Ouais. Mais simplement, actuellement, tu les lâches, ils sont dans un quartier, machin, puis ils font les crétins jusqu'au bout, jusqu'à la der. Ah, ouais. Plus c'est con, plus c'est beau, quoi. Ouais. Alors là, ça va pas, là, autant qu'ils y restent dans leur classe. Concernant l'école, tu vois, il y a un truc qui est suspect d'office, c'est qu'elle soit obligatoire. Tu penses bien que si on a mis l'école obligatoire, c'est pas pour nos beaux yeux, si j'ai envie de dire. Bon, voilà, c'est pas pour nous faire plaisir. Donc là, à partir de là... C'est bien clair que si c'était quelque chose pour nous, qui pouvait nous libérer véritablement, ça serait pas obligatoire, ça serait interdit. Voilà, ben, ça c'est bien évident. Ça irait à l'encontre de la décadence, et puis donc aller à l'encontre de la décadence actuellement, c'est aller à l'encontre de l'ordre établi. Voilà, et en parlant d'ordre établi, tu te rends compte que là, j'ai suivi une histoire, là je sais pas où ça en est, ils ont, les services sociaux, pris le bébé d'un couple parce que la mère est végétalienne, c'est-à-dire elle mange pas de de viande ni de végétalien, voilà. Alors ils lui ont pris son enfant, l'enfant il est tombé en déprime évidemment parce qu'il est enfermé je sais pas où, etc. Et ils sont en train, c'est ce couple, de se débattre comme ils peuvent face à un système qui aura le dernier mot, de toute manière, parce que pour récupérer leur gamin. Oui, mais ça me fait penser à cette femme là pour avoir écrit le petit livret là sur les additifs alimentaires. Pareil, tu vois, on lui a pris ses gamins, jusqu'à maintenant on lui a jamais rendu, des années après. C'est une histoire de dingue. Ah, mais c'est un mouvement qui n'en est pas à une atrocité près. Soi-disant pour le bien du gamin. Oui, bah, bien sûr. Pour le bien du gamin, il faut. Alors le gamin, il évolue plus, il grossit plus, et c'est. Alors les parents. Ce sont les parents qui sont allés eux-mêmes voir un médecin pour une raison ou une autre, et c'est leur démarche personnelle qui a fait que ça les a emmenés jusqu'à. Ils auraient mieux fait de ne pas y aller, si tu veux. Voilà, si ça se trouve, ils ont refusé de le faire vacciner. Peut-être ça doit suffire. Je sais pas. En tout cas, voilà. Donc le médecin a cru bien faire. Oui. Et il a commencé à engager des poursuites, etc. avec un tas de monde autour. Mais tu te rends compte dans quoi on baigne? Oui, c'est ça. Moi, je te dis, j'ai connu un personnage qui était un peu placé au niveau des tribunaux et consorts, qui m'en a expliqué quelques-unes, et qui lui-même a passé et passe par des trucs complètement abracadabrants. Bref, c'est la débandade. Et les services sociaux, il y en a beaucoup qui ont créé des malheurs, mais pas possible dans les familles, en enlevant des enfants de leurs parents. C'est vraiment, c'est pas des amis. Tu vois, disons que c'est toujours à prendre au coup par coup, au cas par cas. Oui, bien sûr, évidemment. Il y a certainement des gens très bien intentionnés, et non seulement bien intentionnés, mais qui ont on parle du système, on parle de l'institution en tant que telle. Voilà. C'est pas des gens personnellement, on parle de l'institution. Moi je parle surtout, c'est de la dégénérescence en tant que telle. Oui. Ce qui veut dire que les meilleures choses prennent une tournure. C'est comme la meilleure recette avec le meilleur repas. Tu as qu'à le laisser glander un peu à une certaine température, tu verras la tête qui fait. Il y a un passage où... Ouais, c'est fini. Tu vois, tu t'éloignes plutôt, tu vas sortir un spray pour changer d'odeur, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'au départ, c'était un repas de roi. Voilà, tu vois, c'est tout simple. La dégénérescence, c'est ça. Ça fait du meilleur le pire, quoi. Voilà, après, que ça se retransforme, que ça redevienne, mais ça redevient le terreau dans lequel va se reconstruire quelque chose. C'est ça, disons, le mouvement quand on parle de la fin d'un cycle, c'est que tout ça n'est jamais que le terreau pour la construction d'un cycle futur qui peut donc se manifester comme étant
la manifestation même de la beauté en tant que telle, ça c'est sûr. Ça me fait penser à la lactofermentation, tu sais. Il faut que ça passe par une période de dégradation, de fermentation, etc. Et puis après, hop, ça redonne quelque chose de bon. Hein? Oui, les meilleures choses passent à un moment donné par une odeur d'œuf pourri. D'œuf pourri, mais après, pop, ça... d'un coup, hop, ça vire, et puis d'un coup, c'est un ferment qui sent bon. Bon, et le vin, le bon vin, si on parle d'un bon vin, puis si on va faire une petite, tu vois, on va donner une dégustation d'un vin merveilleux. Mais il y a un passage, il faut se le faire. Hein. Ça pue. Oh, et puis ça ne deviendrait pas l'idée de le boire. Hein. Donc, allez, on est dans une période de fermentation. On est dans une période de décomposition. Tu vois qu'il y a de l'espoir. Bah, bien sûr qu'il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Et je l'avais dit d'ailleurs, sur le point de vue traditionnel, nous sommes, l'humanité actuellement est dans un état de décomposition. Bon. Voilà ce qui se passe. On va attendre ce moment où pouf, ça vire. Il y a bien un passage où tout d'un coup ça... Hop, mais ça simplement... Ça va cambuter. Dans une durée, c'est difficile de la déterminer. Bon, tu vois. dans 6000 ans, tout ira mieux, hein, ah, peut-être. Chers amis. ou 6 milliards d'années. Ou 6 milliards d'années. Bon, ben, je te remercie. Mais c'est toujours avec plaisir. Et puis à bientôt. Ah, oui. Allez, au revoir. Au revoir.